Média en scène, 4e édition, on continue et à l'instant, nous allons avoir Nick Newman qui s'est installé. Nick Newman, bonjour, hello. Vous êtes directeur de recherche au Reuters Institute of the Study of Journalism à Oxford University. Et vous allez donc nous faire une petite masterclass avec votre keynote. Normalement, la télécommande est bien en main pour à peu près 15 à 18 minutes. Et ensuite, ce sera les questions du public si vous en avez. Nick Newman, it's okay for you? Okay, we are ready. Hello everyone. Bonjour à tous. Le Reuters Institute fait partie de l'Université d'Oxford. Notre mission est de rapprocher l'université de notre secteur et de fournir des données sur toute une série d'éléments de par le monde. Alors les données que je vais vous présenter aujourd'hui reviennent de notre rapport sur le numérique qui couvre 46 pays dont 26 en Europe. Et puis je vais également m'inspirer de notre questionnaire annuel où nous demandons aux éditeurs de presse ou d'informations qui nous parlent de leurs revenus. Alors, je vais parler de l'abonnement et du paiement par les lecteurs, de comprendre donc qui paye quoi. Je vais vous parler d'autres formes de financement, y compris les financements par fondation et par l'État. Puis je vais vous parler de l'avenir. Le rapport numérique 2021 nous montre ceci. Quelle est la part de la population adulte qui paye pour avoir du contenu d'information en ligne, par abonnement, en devenant membre ou en paiement à l'unité? Aux États-Unis, ça représente 21% de la population adulte, soit un cinquième donc de la population, 2 fois plus qu'en 2016. Et puis, nous avons vu une croissance également dans certains pays d'Europe, Pays-Bas, Suisse, Belgique, et puis également dans les pays nordiques, où en Norvège, par exemple, près de 45% de la population adulte paye aujourd'hui pour obtenir des informations en ligne. Dans d'autres pays, tels que la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, la part de ceux qui payent pour accéder aux informations en ligne reste très faible. Ici, vous voyez l'évolution au fil du temps dans des pays principalement en Europe. On voit d'abord là la bosse liée à Trump en 2016. Donc, les Américains, disons, libéraux qui s'abonnent au Washington Post ou au New York Times pour essayer de contrôler Donald Trump. Et on a quelque chose de si similaire en Suède au moment des élections de 2018. Dans un certain nombre de pays, on voit que l'accès aux données a été renforcé sur cette période. Et on voit également ensuite une augmentation liée aux événements liés au coronavirus et au Covid, où l'on a vu dans certains pays une augmentation près de 40% de personnes qui payent. Alors, dans la plupart des pays, on voit en fait un petit nombre d'éditeurs profiter de la situation. On voit quelques grandes marques aux États-Unis qui représentent près de la moitié des abonnés, à savoir New York Times, Washington Post et Wall Street Journal. Au Royaume-Uni, c'est le Telegraph, le Times et le Guardian.
Et on voit quelque chose de similaire en Norvège, avec des grandes marques nationales. Donc, ce qui est intéressant, c'est de constater également et de regarder le nombre de personnes qui sont prêtes à payer pour accéder aux informations locales. En Norvège, par exemple, 50% des abonnés achètent un accès aux papiers, aux journaux régionaux. Ça ne représente que 3% au Royaume-Uni et 23% aux États-Unis. Donc on voit que les médias locaux, les journaux locaux et la presse régionale est donc une vraie priorité dans certains pays comme la Norvège. Ici, on voit une liste des modèles d'abonnement les plus populaires dans certains pays. En France, on voit que c'est Le Monde et Mediapart qui sont ceux qui réussissent le mieux. En général, les abonnés sont un peu plus âgés. Alors, moins âgés que ceux qui sont abonnés à la version papier, mais ils ont dans l'ensemble, dans la plupart de ces pays, près de 50 ans. Et le nombre moyen de publications auxquelles chacun est abonné est de 1 dans tous les pays, ou presque, sauf aux États-Unis, où l'on voit 2 abonnements en moyenne. C'est en partie dû au fait que qu'un plus grand nombre de publications aux États-Unis exigent un abonnement tant au plan national que au niveau local, des podcasts, des chaînes d'information et autres. Donc il y a de plus en plus de personnes qui payent aux États-Unis. Alors pourquoi s'abonner à plus d'une publication donc ? Tout d'abord, certains veulent, un grand nombre de personnes veulent soutenir le reportage, l'information reposant sur les faits. On voit ici quelqu'un qui est abonné à 9 publications, y compris The Economist et le New York Times. Deuxième raison possible, le prix. Nombreux sont ceux qui s'abonnent parce que c'est une offre spéciale, bon marché, notamment dans les pays nordiques. Et puis, il y a la diversité des points de vue. On a peut-être besoin du Wall Street Journal pour travailler, si j'ose dire, mais peut-être qu'on veut s'abonner à The Athletic parce qu'on a une passion pour le sport. Voilà donc différents points de vue provenant de différentes publications. Et puis il y a la question de la portée, la largeur, de la diversité des sujets. Certains sont abonnés par exemple à Apple News+, pour avoir beaucoup d'accès différents, et puis après, en profondeur, ils s'abonnent au New York Times ou au Washington Post, comme celui qui répondait ici. L'an passé, on demandait pourquoi les uns et les autres s'abonnent à des publications en ligne aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Norvège, et la réponse est précisément que c'est pour accéder à quelque chose de particulier, de propre à ces publications qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ensuite, il y a la praticité et le prix. Et on voit ici que, par exemple, le Washington Post combine et associe ses contenus avec Amazon Prime, donc c'est assez facile de n'avoir qu'un abonnement unique. Et puis enfin, l'appui ou le soutien à la mission du journalisme, puisque les gens considèrent parfois que le journalisme est une action de service public presque. Ensuite, on demande à ceux qui ne payent pas, au moment de l'enquête, ce qui pourrait les inciter à s'abonner. Première raison, avoir accès à des contenus plus valables, inaccessibles ailleurs. Certains disent également qu'ils seraient prêts à payer pour avoir une meilleure expérience, si j'ose dire, de l'accès, c'est-à-dire sans publicité. Troisièmement, là aussi, c'est lié au prix, mais également à la flexibilité, c'est-à-dire que certains veulent pouvoir payer un prix unique donné pour la famille dans son ensemble, comme un abonnement familial chez Netflix, par exemple. Et les Allemands ont fait ça assez bien. Et on a également, dans un certain nombre de pays, comme aux États-Unis ou au Royaume-Uni, près de 50% des sondés disent que non, rien ne les ferait changer d'avis. Donc on voit bien que on nous dit il y a de l'information partout, ça sert à rien,
de payer pour y accéder en ligne, ou alors je peux avoir toute l'information à laquelle j'ai besoin, dont j'ai besoin avec les agrégateurs. Pourquoi est-ce que je m'enquiquinerais à payer pour accéder en ligne? Alors, on voit également que les abonnements commencent à bien marcher pour des publications de qualité ou des publications de niche. Mais ça risque de ne pas marcher pour des choses plus générales ou pour la presse régionale ou locale, où l'importance ou la pertinence semble moins évidente. Nous avons analysé près de 200 publications et ils considèrent que près de 50% considèrent que l'abonnement pourrait marcher, mais près de 40% considèrent que l'abonnement ne pourra marcher que pour une minorité ou dans un lieu donné. Alors avec une appétence assez limitée à ces souscriptions, à ces abonnements, comment peut-on envisager de financer le journalisme à l'avenir? Les dons et l'adhésion sont des formes de financement différents qui semblent apparaître au Royaume-Uni, par exemple, avec le Guardian. Le Guardian a près d'1 million de donateurs ou de membres aujourd'hui. Les chiffres sont impressionnants, c'est vrai, mais le plus difficile, c'est d'obtenir que les uns et les autres continuent de donner année après année, et ce n'est pas toujours très facile. Ensuite, il y a des sites partisans qui demandent des financements supplémentaires, en partie parce que Facebook et compagnie ont bloqué l'accès aux publicités. Et en fait, on voit que près de 3% des Américains accordent des dons, 1% en Europe. Mais quand on pose la question dans un sondage, on entend qu'un cinquième, un quart des gens envisagent de pouvoir donner un financement à une organisation qu'ils apprécient à l'avenir. Donc nous avons déjà vu quelles sont les motivations, soutenir des médias indépendants, une histoire également du fait que les gens pensent qu'ils devraient avoir accès aux informations sans payer, et puis ils veulent faire partie, soutenir une cause. Certaines entreprises également se tournent vers les événements en ligne pour pouvoir générer des revenus à l'avenir. Pendant la pandémie, pratiquement tout le monde a appris à utiliser Zoom, à payer également pour les contenus en ligne. Donc il y a de nouvelles opportunités de ce côté-là. 20 000 personnes, par exemple, ont assisté à une interview avec Bill Gates et sont prêts à payer pour cela. D'autres personnes se tournent vers des événements qui sont en vente directe au public. Enfin, autre possibilité, le commerce électronique. En effet, de plus en plus de personnes se tournent vers les opportunités que présente le commerce électronique, des revenus qui pourraient également affluer, et puis le fait que la pandémie engendre de nouveaux revenus en ligne. Enfin, pour répondre à la question de qui est prêt à payer pour les contenus, eh bien, il faut se tourner également du côté des gouvernements, des États qui payent par le biais de subventions. Donc, il y a le News Tab de Facebook qui est maintenant disponible dans plusieurs pays, le Google Showcase, et en France, Google paye 22 millions de dollars sur 3 ans et travaille avec des centaines d'éditeurs. Le Monde travaille avec Spotify également pour ses podcasts. Et quant à savoir qui récupère l'argent et qu'en est-il de la transparence, cela soulève de nombreuses questions. Beaucoup de personnes pensent que ces montants devraient
être fondée sur la qualité et revenir aux éditeurs. Et d'autres pensent que les revenus devraient être plus équitablement répartis. Alors, qu'en est-il de l'avenir? Faut-il continuer à récupérer de l'argent des plateformes, des gouvernements? Comment pouvoir assurer un journalisme sur la durée? Lorsque nous parlons aux éditeurs, on se rend compte que la diversification des sources de revenus est une question récurrente. Il faut s'appuyer sur une diversité de modèles, le commerce électronique, différents événements, des micro-paiements. Et en moyenne, les éditeurs disent qu'ils se concentrent sur 4 ou 5 sources de revenus différentes pour pouvoir bâtir cette résilience. Alors, en résumé, aujourd'hui, on observe un changement dans les contenus payants. Et on va de plus en plus vers la qualité. On se pose des questions concernant le journalisme local. Qui devrait payer pour ce journalisme local? Est-ce que ce sont les gouvernements qui doivent aider les éditeurs? De nouveaux modèles émergent. Il y a de plus en plus de podcasts, d'événements de commerce électronique. Il faut mieux travailler avec les plateformes pour pouvoir générer des revenus pour attirer de nouveaux consommateurs. Enfin, la diversification et la résilience sont des questions importantes à l'avenir. Il va falloir pouvoir se diversifier et ne plus dépendre d'un seul et unique modèle pour garder son indépendance et un certain degré de confiance. Voilà, je ne sais pas s'il nous reste du temps pour les questions-réponses, mais je vous remercie de votre attention. Thank you.